Thank you, Joni. Merci, Johnny. Je me rends compte, nous sommes tout près de la fin. Vous voulez peut-être aller prendre du repas, quelque chose à voir, aller faire les tours. Mais moi, je vais parler maintenant. Mon nom est Lélia. On va écouter Oula. Il travaille à l'UNICEF, bureau headquarters. Il va parler sur les évaluations et la quantification des finances durables, et spécialement pour les vaccins traditionnels. Je vais parler d'un problème que nous avons. Ça a été un problème depuis longtemps et ça n'améliore pas. Je ne sais pas quoi faire, mais peut-être que vous pourrez m'aider. Je vais parler sur les problèmes, l'économie et la possibilité des solutions. Bien, je ne sais pas le terme vaccin traditionnel. Si on fait un Google search, il n'y a rien qui apparaît. Ce sont juste nous qui sommes ici que nous comprenons ça. Vous pouvez penser que le vaccin traditionnel utilise les méthodes vieilles, mais c'est le terme que nous connaissons maintenant. Ce sont vraiment des vieux vaccins. Bon, vous pouvez voir quand est-ce qu'ils ont été développés et ils vont au contraste avec les nouveaux vaccins. Vous avez vu, par exemple, ce que nous avions avant, mais maintenant, Gavi a des nouveaux vaccins et les gouvernements doivent donner les fonds pour les vaccins. Voici les prix et les prix il est moins cher maintenant. Ils sont bon marché. Moi, je dirais comme économiste que c'est relatif, mais moi, je dirais qu'ils sont vraiment bon marché. Mais les pays payent pour les cofinancements Gavi. Nous voyons que ça va bien. Les Gavi a des politiques, on a des succès, les pays payent, ça prend beaucoup de force pour obtenir l'argent, mais les pays ont l'engagement et ils payent. On a vu qu'il n'y a pas de pays dans la situation de défaut. Ça veut dire que vous ne payez pas à temps et vous ne pourrez pas obtenir d'autres financements, mais ça n'a pas arrivé. Le vaccin traditionnel, c'est un grand problème. Nous, à l'UNICEF, on achète et on fait des achats et on doit payer. On a vu la fragilité de certains pays. Chad, c'est la seule, oui, qu'ils ont payé, le gouvernement, et les autres étaient payés avec l'aide des donneurs entièrement ou partiellement. Haïti, Venezuela, il y a on a envoyé des enquêtes pour quantifier à quelques pays, pour voir les problèmes dans quelques pays. On a envoyé ça à 66 pays qui sont à risque. Tous les 66 vont payer. Je pense que peut-être 30 vont recevoir l'aide des donneurs. Le problème ici, c'est que c'est toujours à la dernière minute. Bon, il manque de stock, il faut de l'argent, et ils continuent de faire la même chose. Le stock out est la conséquence d'une mauvaise planification. Bien sûr, il y a
raison, les budgets, les management public, peut-être qu'il y a les budgets, mais l'argent n'est pas là. Il ne reçoit pas l'argent à temps, bien sûr, la fragilité, les problèmes politiques, oui, la guerre, par exemple, où la priorité, c'est le co-financing du Gavi. Nous avons mené cette étude. On a collecté les données qui nous montrent des pays avec la donation des pays, Malawi, Zimbabwe, Madagascar. On a parlé au gouvernement et avec les donneurs parce que je pense que pour quelques donneurs, c'est une bonne idée de offrir l'aide. Des fois, ils veulent aussi dire que oui, les vaccins sont bien, moi j'ai aidé, j'ai sauvé des enfants, ça pourrait être une incitation pour les donneurs. Et bien sûr, l'incitation, ce qui encourage les gouvernements, c'est de pouvoir recevoir l'argent. Notre conclusion, et oui, on a fait vitamine A aussi parce que Canada a donné les fonds pour toute l'Afrique et ils veulent aussi avoir la durabilité. Mais la vitamine A, ils ne connaissaient rien, combien ça coûte, qu'est-ce que ça fait. Et pouvant mener une conversation, on a pu beaucoup faire. Zimbabwe, ils ne payaient pas, mais quelques pays comme Haïti, par exemple, ils ont reçu des fonds et nous ne devons pas juste célébrer un, un- une année de succès. L'autre chose, on doit souligner ces problèmes. Quand nous obtenons le résultat de l'enquête, nous devons voir comment travailler, trouver les solutions de gestion. Nous pouvons travailler sur des plaidoyers. Il y a des pays où les donneurs vont aider, mais on doit avoir un engagement avec une planification de 5 années, ne pas agir au moment du stock-out. Bon, c'est tout. Bon, je pris moins de temps, 7 minutes, juste 7 minutes. Merci, merci Oula. J'apprécie ça. Nous allons prendre les questions après les interventions. Prenez les notes. Maintenant, Morak Nakan de la Turquie, il est de l'OPS. Il va nous donner une perspective sur les financements, et spécialement maintenant que le pays introduit des autres vaccins. La meilleure partie ici, c'est pouvoir parler après le déjeuner. Bon, si quelqu'un veut aller aux toilettes, non, c'est une blague. Oscar Vargas, il ne peut pas être avec nous, mais je vais faire sa présentation. Bon, quoi de pire? Pays à revenu moyen, sans Gavi, sans le soutien et le support de Gavi. Message clé de ma présentation. Les programmes d'immunisation financés de façon locale, je ne veux pas dire pays à revenu moyen parce qu'il y a des pays dans la région qui sont dans une situation difficile. Ils ont de terribles difficultés, des défis, et spécialement pour les nouveaux vaccins. Les fonds. Peut-être que, je m'excuse, il semble que c'est une répétition d'autres sessions, mais l'achat des vaccins, on offre les soutiens depuis des années pour la croissance, l'amélioration des programmes d'immunisation.
on donne le soutien à 41 pays membres de l'Amérique latine et des Caraïbes. 99%, 95% ont pu acheter les produits. Basiquement, nous avons des données sur les paiements, les pouvoirs de notre pays membre. J'aimerais aussi vous indiquer, je vais parler sur la souffrance des pays membres, leurs difficultés. Selon l'analyse des autres pays, voyant les pays à revenus moyens d'autres régions, les prix sont bons. Je pense que vous le savez, comment on est en train de élargir les programmes d'immunisation et il faut l'expansion. Et la COVID-19 a causé plus de stress. C'était un test pour les pays membres. Pour vous donner un exemple, des vaccins, des routines ici, 10 produits, plus de 15 antigènes, les coûts, $18 par enfant. Pour les pays à revenus moyens, on voit PCV, rotavirus et HPV. 80% du budget d'immunisation pour ces trois conditions. Il y a des pays qui sont dans une situation qui est pire. On voit aussi, ça peut vraiment sauver des vies, mais si on considère les dengue et d'autres pays, les pays membres doivent augmenter leur budget 4 fois. Sérieusement, ils doivent augmenter leur budget pour atteindre les objectifs 4 fois. Gavi ne peut pas... Bon, comment soutenir ces pays? Il y a des mythes. L'OPE a introduit tous les vaccins. Ils peuvent le faire. Non, c'est un sacrifice. Il faut des investissements en infrastructure. Basiquement, chaque dollar extra pour les produits, c'est un dollar qui est pris de notre activité. Nous pouvons parler sur ça, mais nous offrons les lignes de crédit pour les pays. Nous connaissons, nous savons qu'ils souffrent. Il y a des analyses aussi qu'on a fait avec ECLAC dans la région, les pays membres et l'impact de la pandémie, et ça devient pire et la récupération économique n'est pas ce qu'on a attendu, et ça prend plus de temps pour la stabilisation des programmes d'immunisation. Une analyse simple pour couvrir la population cible avec les vaccins du COVID, il faut doubler l'offre. Il y a beaucoup de progrès et il y a beaucoup de produits dans les pipelines. Cependant, la décision, ce processus est plus complexe. Les pays auront
devront prendre des décisions de façon simultanée et ça veut dire qu'il y aura de pénuries pour des autres produits. Ils doivent prendre des décisions ayant de la pénurie des produits pour ce programme d'immunisation. Merci beaucoup. Another one that ended in less time. Une autre présentation qui a pris moins de temps, merci. Et un dernier, c'est une note positive. Nous avons Kike Lambo qui va nous donner l'histoire de Nigeria pour qu'est-ce qu'ils ont pu faire, les leçons appris, comment ils ont pu les faire et quelques challenges. Je ne peux pas le faire dans moins de 10 minutes, mais je vais essayer. Je vais redire d'abord. Oula a fait une présentation. Et si vous regardez l'étude qu'elle a montrée, la durabilité pour les finances, je vais commencer en disant que les plaidoyers et la méthodologie qui fonctionnent pour les financements durables. Je vais essayer de le faire rapidement. Je ne pense pas que je puisse le faire dans moins de 10 minutes. Nous devons avoir une augmentation pour les cofinancements. Les pays doivent avoir contribué $1 billiard d'ici l'année 2028. Comment ils ont pu atteindre certains objectifs? Dans les dernières 5 années, Nigeria a donné les fonds avec le financement domestique. Ils ont des obligations et ils ont pu avancer. Comment ils ont pu le faire? Avec l'optimisation des budgets, avec l'advocacy et avec la coordination. On a d'abord fait une évaluation de transition. Qu'est-ce que ça veut dire la transition? Oh, il semble que le pays Nous savons faire une transition. Qu'est-ce qu'il faut-il faire? Et ça, c'était la phase où nous demandait l'évaluation, où vraiment il fallait comprendre quel était le contexte, quelle était la situation et l'analyse. Où sommes-nous avec les programmes? Si nous faisons la transition, quelles seraient les brèches si on fait cette transition? Et qu'est-ce qu'il faut adresser? Considérer la phase de planification, comprendre les cadres qui doivent être en place, quels sont les objectifs, quelles sont les stratégies requises, quels sont les outils, quels sont les processus qui ont besoin d'être complétés. Et bien sûr, avec cela, on arrive à la dernière étage sur la responsabilité. Comment fait-on cela et comment peut-on mesurer les succès? Ça vous donne une vision globale de ce que le pays a pu faire jusqu'à maintenant. En 2001, on a Gavi a donné le support à Nigeria, donnant le vaccin et le support pour les pays. En 2018, cela a changé automatiquement. Il a fallu faire une transition. C'est commencé en 2014, mais en 2018, c'était automatique et il a fallu passer par le processus de transition. Et cela a mené au développement d'une transition, un plan de transition de 20 ans, où que c'était presque comme des enfants. Nous ne savions pas quoi faire, pour être honnête. Et alors, on a articulé ce qu'il fallait faire dans ces périodes de 10 ans, les choses qu'il faut pour prendre les programmes d'administration et financement. Il y a plusieurs choses qui sont arrivées après cela. Nous avons commencé à être mûrs. En 2019, pour la première fois, le gouvernement a pu inclure dans son budget national un point qu'on appelait vaccin
financement. C'était tout. Et puis, il ne voulait pas beaucoup de langues, beaucoup de, qu'on interprète très clairement les parties intéressées que c'était le financement des vaccins. C'était tout. Et maintenant, en 2020, le Nigeria continue à faire, à suivre ce succès et on a commenté l'assignation un par an. Comment avons-nous fait cela? Probablement des pays en transition. Comment avons-nous pu nous le faire? Qu'est-ce que nous avons fait? Et quelles sont les implications? J'arrive à cela très vite. Mais je voulais souligner qu'une partie des engagements de pays sur la transition, c'est les trois clés de ces engagements. 1. On a augmenté l'assignation annuellement pour le financement des vaccins par 10%. Entre 2018 et 2022, assurez-vous que ces financements, ça vient des ressources domestiques. Et qu'est-ce que ça voulait dire? Bien sûr, c'est des emprunts et le support des partenaires. Simplement, on veut assurer que les pays peuvent vraiment le faire. Le troisième engagement d'assurer qu'à long terme, la durabilité est vraiment achevée. Ça veut dire différentes choses pour différents pays, mais pour le Nigeria, c'est simplement, cela voulait dire, c'est des mécanismes de financement pour le système de défense et ce qui assiste pour le système judiciaire dans les pays. Ça, c'est les mécanismes dont nous avons besoin pour l'organisation. Alors, nous ne sommes pas encore là, mais ça s'appelle la charte et c'est vrai, basiquement, un système qui n'a pas besoin d'approbation statutaire. Mais on espère que 2028, on sera là. Alors, cela parle de l'augmentation des assignations. Vous pouvez voir la première charte, le plan jusqu'à 2019. Et là, cette prochaine charte, c'est qui a été achevé jusqu'à maintenant, combien de fonds ont vraiment été libérés. $200,000 jusqu'à maintenant pour l'assignation et l'achat des vaccins. Alors, comment allons-nous faire cela et comment c'était vraiment mené à ce succès? Et tout d'abord, je dirais que les gérants et les traditionnels, les parties intéressées de santé ne connaissent pas les processus pour vraiment assurer que nous sommes, sur les managers ne connaissent pas les processus pour les politiciens, pour mettre cela dans les budgets, les besoins. Et c'est la première chose que nous avons identifiée pour pouvoir donner le support au gouvernement pour ces processus. Pour les aider à comprendre ces processus, on a développé des outils, établir de nouveaux processus, des mécanismes de coordination et pas les parties intéressées usuelles pour les santé et les plaidoyers. Et très vite, nous avons passé des exemples des outils qui ont aidé à ce travail, les processus en place, la coordination. Et il y a aussi un cadre de responsabilité. C'est vraiment ce qui aide à aider une visibilité au progrès fait et la performance du pays basée en parents. Et à fur et à mesure qu'on passe des GAB et la transition. Et c'est un document détaillé qui est développé par les gouvernements, les parties intéressées, traction, pas traction, le ministère de Santé qui détaille pour toute l'année ce que le pays va faire comme levier pour les vaccins. Il a un fonds, un processus, c'est un document vivant et articule les processus. Alors vraiment pour assurer la libération des fonds et pour ces fonds pour l'achat. Et bien sûr, les financements des vaccins et les fonds ne sont pas libérés jusqu'à ce que les stocks soient finis. Et cela aide à atténuer. C'est l'outil qui met tous les outils ensemble de façon, c'est le suivi. C'est pour savoir, c'est suivre les embarquements, l'utilisation, et quand il n'y a pas de stock. Et encore, les remplissages. Et ça, c'est les processus pour les vaccins. Ça a l'air simple et ça a l'air
Mais vraiment, ce que cela fait, c'est aider le management EPA à comprendre que les premiers pas, c'est de présenter la lettre à cet endroit. Et les prochains pas, c'est ici. Et, et aussi les temps. Et en total, par exemple, pour un pays comme la Nigeria, pour assurer la libération des fonds pour les achats, ça prend 12 semaines. 12 semaines. Et ce que cela veut dire, c'est que nous sommes un triangle de doses que nous avons dans les pays et que peut-être au mois d'août, on n'en aura plus. Il faut être pour le mois d'avril, pour les demandes de fonds, pas avril, parce qu'il faut mettre les considérant le temps d'embarquement. Mais si on avait besoin de vaccins pour le mois d'août, on doit demander ces fonds l'année précédente. Et alors c'est un document vivant et ces processus changent presque tous les jours. Nous avons un nouveau gouvernement. Par exemple, le processus entre les ministères des Finances et Santé, ça prend 4 semaines. Alors, ça prend une fois qu'on a ça là, on met à jour le document vivant et alors cela donne l'assignation de ce qui doit être fait et quand. La coordination, ça veut pas, il faut vraiment les prendre au sérieux. Pour la première fois dans les pays, on a les parties intéressées, IPS et pas IPS, ils sont dans la même salle pour comprendre ce qui doit être fait. Nous avons les représentants pour le ministère de Santé, nous avons celui du ministère des Finances, le ministère des Budgets, Planification et la Banque centrale. Et aussi, pour dire, nous avons 2 semaines pour ceci et les enfants vont mourir. Est-ce que vous voulez ça? Et cela a aidé la conversation. Et donc, ces réunions continuent à se faire une fois par semaine et quelquefois 2 fois par semaine. Mais ces conversations, il faut continuer à avoir les rôles importants. Les champions d'accès, et ça, il faut les comprendre. Je vais vous raconter une histoire. En 2020, nous avons inclus, moi je vais dire, nous avons inclus dans les budgets du pays les financements pour l'année. Et typiquement, quand vous mettez là dans les services, ça va être différents ministères et aussi aux législateurs qui font la révision et après les présidents donnent son approbation. Ça prend un 3 matin, on me réveille et on me dit, je vais vous dire que les vaccins pour le financement ont été enlevés du budget. Comment? Enlevés du budget? Comment? Qui a fait cela? Alors, je me suis rendu compte que quelqu'un dans le Sénat avait pris son temps pour faire la révision, ce qui avait été présenté, et il a vu, cause des financements des vaccins, il a vu, et leur Westec, ils veulent 100 millions pour les vaccins, et ils nous disent qu'ils vont dépenser. Alors, moi, j'aimerais enlever la motion, et c'est ce qui est arrivé. Alors, je suis retournée pour le dire ce que l'officiel voulait dire. Il a fallu dire les vaccins, l'expliquer. Et c'est ce qu'il a fait le prochain jour. Il est retourné au Sénat. Il a dit, moi, je crois que nous voulons inclure ça. Maintenant, je vais comprendre ce qu'il voulait dire. Et c'est très important. Jusqu'à ce que le gouvernement a changé, il était le champion des vaccins. Et il a plaidoyé complètement et on n'a jamais eu de problème encore. Alors, ce que nous voulons dire, c'est il a des différentes façons de faire le plaidoyer, mais les choses la plus importante, est-ce que vous parlez la langue que les personnes comprennent? Et alors, est-ce qu'ils vous écoutent? Parce que s'ils le font, alors les possibilités sont que nous sommes dans la bonne direction pour assurer que nous faisons des actions de financement durable. Alors voilà quelques-uns des outils et nous allons continuer cette conversation. Merci. That was excellent. Ça, c'était excellent. J'ai aimé beaucoup cette histoire. Un très bon travail. Maintenant, pour les questions. 6 jusqu'à maintenant. J'espère. Elle avait la lumière là. La première question. Merci beaucoup. Très intéressante la présentation de vous tous.
Et les financements, je crois, ça commence avec la fabrication. Qu'est-ce que nous devons faire? Parce que vous avez mentionné les nouveaux vaccins à 95%, et alors on essaye de pousser. Et regardez COVID-19, combien de déchets avons-nous eu? Les nouveaux vaccins viennent avec des risques, des déchets, et alors des gaspillages. Et alors, ça a été prouvé pendant très longtemps que ces nouvelles vaccins et mais Nigeria est très intéressante. Je crois que les champions est important, mais c'est pas durable parce que ça, pointe son support sur des personnes. Il faut pousser des législations au niveau pays. Je sais que ce n'est pas facile. Regardez avec le budget national, c'est toujours en bas, hein, en dessous de ce que nous voulons, que nous recommandons pendant des années pour les services de santé. Alors, je crois qu'encore une fois, cela doit être, je crois, un vaccin, mais il semble que nous avons beaucoup de discussions de le faire. Beaucoup de pays ont des risques. Et dans notre région, nous avons un problème dans le stock des vaccins au niveau national parce qu'il y a des problèmes politiques et il n'y a pas de mécanisme temporaire ou les fonds pour cet stock au niveau national. Et il n'y a pas de mécanisme. Je crois que c'est très important. La manufacture, nous avons discuté cela et je crois que quelquefois, dans Indonésie, après la transition, ils ont eu des manufactures locaux avec des problèmes parce que non, ça ne doit pas avoir. Alors, moi, je crois que nous avons besoin de beaucoup de discussions, spécialement parce que de plus en plus, ça donne de plus en plus de risques pour les pays. Merci. Merci beaucoup. Je crois que nous avons tous une situation où nous parlons avec le gouvernement de ce programme, il n'y a pas de fonds et des autres disparaissent. Alors, les fonds, alors quelquefois, c'est de rentrer dans ce débat. La discussion, la raison, c'est parce que toujours la santé est considérée comme une dépense pour le gouvernement. Et là, momentum, ils ont commencé à projeter pourquoi investir à cette en dépense pour le pays. Mais là, c'est que c'était bon pour avoir des personnes en santé. Mais il y avait une étude qui disait que si l'accès qui sont là, qui sont quelqu'un la pôle de syntaxe ou c'est directement passé au ministère de la Santé parce que maintenant ça va à l'entité principale et on fait la distribution après au nom de santé. Alors si on voit la santé, on n'aura jamais les fonds nécessaires, ça va être clair. Alors maintenant, c'est le moment, comme communauté globale, nous devons plaidoyer pour cette fait de santé qui soit assigné pour la santé et ça sera une solution pour tout, pas seulement pour l'immunisation ou donne-moi pour des vaccins et laisser quelque chose derrière. C'est un débat que nous devons avoir. Merci. Il semble que nous avons plus de commentaires que de questions. On passe à l'autre côté. On a 3 mains qui sont levées là-bas. Merci beaucoup pour la présentation. Et pensez, si vous croyez au vaccin et les achats et les coûts et la santé totale, nous parlons des petits chiffres, quelquefois moins de 1%. Alors peut-être nous devons voir cette perspective. Les vaccins ne sont pas si chers. Alors, encore une fois, on a toujours entendu les budgets et nous devons lutter pour cela et nous avons lutté pendant très longtemps pour avoir ces budgets. Mais en fin de compte, pour la valeur donnée par les vaccins,
il y a quelque chose qui ne marche pas quelque part, parce que moi, je peux voir pourquoi il faut lutter de quelque chose qui vraiment, il n'y a même pas 5% de budget et qui vraiment sauve des vies. Et, c'est le meilleur investissement en santé. Et moi, je serais intéressée d'entendre les personnes qui travaillent dans des pays. La dernière présentation, que c'est 30% de gaspillage. Nous parlons d'un chiffre petit en relation avec le total. Oui, quelques commentaires et suggestions. Nous avons déjà discuté cela dans un des salons, mais beaucoup de pays ne comprennent pas complètement le coût total de leur programme. Et nous comprenons le coût des vaccins, mais une fois que vous rentrez au ministère des Finances, ce n'est pas seulement les vaccins. Les coûts sont très importants. À 50 points, c'est les différents entre pays. Vous avez des pays qui sont en train de faire la transition des polio et qui sont autres qui sont passés et qui marchent très bien. C'est difficile, mais sur l'économie dans ces pays. Mais si vous vous rappelez, quelques-uns des pays, je ne vais pas les nommer, ils ont eu des échecs dans leur transition. Et des autres pays qui bien arrivent à la transition, il faut les étudier parce qu'il y a des investissements dans ces pays et vraiment les PIB dans ces pays. Vous voyez les pays qui toujours les grands frères et on peut les lister. Ces pays sont importants aussi. Et pour moi, le troisième point, c'est le système. Quand vous avez la révision et aussi beaucoup de pays. Et vraiment, il y a quelques années qui fonctionnaient en 2017 avec leur système financier. Et ça, c'est un outil important pour le bon plaidoyer et pour assurer que ces plans financiers, les plans de durabilité, nous pouvons parler à haut niveau. Merci. Pour la critère de genre, une dame ici, derrière. Il dira d'abord. Merci beaucoup pour cette présentation. Quelques questions, je crois, c'est que puisque nous avons parlé des économies sur les retours sur l'investissement, c'est un petit peu intéressant que comment nous investissons pas sur les retours en investissant sur une bonne valeur pour l'argent, les meilleurs achats, etc. Quelle est l'implication sur les coûts des achats, mais rien sur la livraison? Quelle est l'implication sur les programmes quand on parle d'immuniser les enfants? Mais alors, quand on pense, est-ce que nous devons aller plus lentement les nouvelles introductions? Deux questions de plus. Merci beaucoup pour la présentation. Je me demandais pour le pays, Vietnam est un exemple, mais là, les autres pays, c'est une question pour Ulla. Est-ce que vous avez enregistré les facteurs pour ces pays qui prennent charge du vaccin comme un aspect important du système? Quels autres facteurs, quel pays ne peut pas continuer à donner les supports au vaccin? Quel pays peut vraiment investir dans l'immunisation et les vaccins? Est-ce que vous avez une idée claire sur cela? Et le second point est en relation Kikelomo de Nigeria, l'exemple de Nigeria, vous avez mentionné bien sûr des budgets domestiques est important et vous êtes en transition. Vous êtes en train de transition de Gabi, mais si vous avez regardé des mécanismes de fonds différents parce que nous savons que ça ne peut pas être changé aussi facilement. Est-ce que vous avez fait des recherches pour des autres sources de financement du secteur privé ou créer des fondations pour la mobilisation des ressources? Et on parle des ressources, pas seulement pour les vaccins, mais aussi pour l'opération, les activités pour la livraison des services. Merci. Quand j'étais un étudiant, j'avais
un poste de celui qui était responsable pour cette discussion. Nous avons aussi passé beaucoup de temps à étudier les vaccins et l'achat au Cameroun. Mais dans le cours de notre travail, il y a des leçons apprises importantes. Les gouvernements ont tellement des engagements. Il faut payer pour les fonds globaux. Ils ont des engagements avec UNICEF et des autres associés de développement. Et ce n'est pas aussi simple. Alors, il y a une chose qu'on a dit hier, c'est la corrélation entre l'éducation, les stages et les vaccinations de l'enfant. Si l'éducation de la mère est bien et l'enfant devons discuter comment font les pays. Nigeria, par exemple, les coûts de l'économie en Afrique et aussi comment peut tous les autres pays vraiment augmenter leurs revenus. Ce sont les genres de questions que nous devons demander et des narratifs comme l'immunisation. Vous pouvez se centrer aussi dans des autres choses. Moi, je mentis. De plus. Ma question est pour Oula. Et je crois que c'est le document que vous avez présenté et ça a beaucoup d'informations. Vous avez identifié 6 pays qui devaient avoir des applications. De ces 6 pays, est-ce que vous avez trouvé des risques, des facteurs de risque qui pourraient amener des obligations de cofinancement et les atténuations en place pour assurer la continuité des obligations financières? Vous vous rappelez de toutes? Qui veut aller la première? Qui a les réponses? Les champions durables. En ce moment, nous ne pouvons pas rien faire. La situation où nous devons essayer de faire les choses marcher à fur et à mesure qu'on discute la durabilité. La question, si nous devons employer les impôts pour la santé. Plus spécifiquement, c'est ce qui est en train de passer en Nigeria. Rappelez que la conversation pour changer les financements pour les programmes d'immunisation, la première ligne charge, c'est les revenus consolidés des impôts des pétroliers. Et ces 3 mécanismes, c'est ce qui pour améliorer le financement de santé et mettre l'immunisation au front. Les vaccins ne sont pas si chers. Nous ne comprenons pas pourquoi les pays les trouvent difficiles. Mais ça, c'est la réalité. Les pays donnent des priorités à des choses différentes et ça, c'est la réalité. Et un plaidoyer peut dire des choses différentes, peut avoir vous rappelez que vraiment, est-ce que vraiment on parle de langage qu'ils comprennent? Dans quelques pays, c'est 50 enfants vont mourir dans cette communauté. Dans quel pays vous allez être infecté avec le choléra si vous n'avez pas? Est-ce que vous m'écoutez? Alors vraiment, le message est clair, nous le savons. Et nous parlons aussi de la session de séparée. Mais les autres personnes le savent. Mais c'est que les ministres des Finances le savent. Est-ce qu'ils les comprennent de la façon que nous les comprenons? Ça, c'est la vérité. Les vaccins, ils vont marcher, ça sauve des vies. Et pourquoi on ne l'a pas? On ne l'a pas. Comment on fait avec les douanes des pays qui ont aussi, qu'on doit payer leur cofinancement? Alors, peut-être des autres pays, quelques pays marchent mieux que les autres, mais notre règle, c'est d'assurer que la santé est la première et que nous aidons à penser la magnitude que vraiment qu'ils donnent le support, le financement. Et ça peut dire quelque chose de différent. Le secteur privé collabore avec Coca-Cola pour délivrer les vaccins. Alors, ça peut avoir des visages différents. Est-ce qu'on peut l'appeler innovation? Peut-être. Nous avons mentionné aussi des systèmes qui fonctionnent déjà.
Et les livraisons de ces services maintenant sont les problèmes. Là, les financements, nous avons 3 minutes pour cette session. Bien. Tout d'abord, la législation, je crois qu'il y a des pays qui l'ont essayé, mais beaucoup, il y a des lois qui sont là, mais elles ne sont pas implémentées. Il y a des lois. Alors, définitivement, je crois, c'est intéressant, vous pouvez travailler plus sur cela, mais je crois que les systèmes de gestion, et quand on commence à comprendre cela, et on a fait, comme on a fait en Nigeria, mais sans taxe, les taxes, moi je crois, quand c'est le ministère de Santé, moi je crois que même si nous disons il faut défier cela pour le budget total, alors peut-être on pourrait enlever quelque chose. Peut-être on pouvait augmenter le budget, mais je sais que 7 mois, c'est venu la semaine dernière, et là, il a une affaire sur les impôts pour la santé. Et sur encore parler sur que quelque chose marche pas, si on parle, c'est moins de 1%. Oui, on arrivera là. Moi, je suis d'accord, quelque chose marche pas bien. Mais ça peut être aussi parce que c'est facile de prendre ces dépenses du budget courant. On ne peut pas enlever les salaires, alors il faut payer les emprunts. Le monde riche qui nous a prêté l'argent, on ne peut pas enlever ça. Et c'est aussi les budgets. Alors, ça, c'est comme quelque chose de rapide. Alors, sur les expériences pour des Gavi qui sortent des Gavi, moi, je crois qu'on arrive au pays, la première vague, on n'a pas introduit beaucoup de vaccins nouvelles. Ils n'ont pas introduit Sri Lanka, ils sont pas. C'était plus facile. Et c'est pour là que Gavi maintenant a des mixtes pour ce pays. De comment on réconcilie l'investissement. Encore les succès. Alors maintenant, le Nigeria, c'était un de ceux-là. Le PNG, la transition. Mais vous avez travaillé 10 années de plus. Et ça va donner du temps de plus parce qu'ils sont rentrés à la transition. Et de la dernière de notre étude, c'était pas sur le cofinancement. Ils payent le cofinancement, mais c'était le vaccin traditionnel. Alors, c'est encore, cette fois-là, ça peut être l'idée que les bailleurs de fonds payent et qu'on continue. Alors, c'est vraiment les bailleurs de fonds et les gouvernements doivent se mettre ensemble et faire des accords. Merci. Vous avez quelque chose à ajouter? Il y a une différence, une question. Il nous a donné des exemples de COVID. Pour moi, l'argent, c'était des pays des hauts revenus qui font des accords pour peut-être 20 fois et à la place d'employer, c'est donner argent au COVAX, alors ils donnent les vaccins à la facilité. Nous ne devons pas, le gouvernement. Mais pour les communautés, la perte d'argent affecte pour faire les estimations qui s'imposent. Ça, c'est le vrai message. J'aimerais vous analyser ça considérant les autres niveaux de la population. Les ministres des Finances et les ministres de Santé n'arrivent pas à communiquer de façon effective.
c'est une question difficile, la gestion. Les vaccins sont bon marché. Les indicateurs du marché nous montrent qu'il y a beaucoup de données, mais les programmes de santé, là, il n'y a pas d'argent. Et dans ce sens, ils vont être coûteux. Mais en termes de finances, il faut voir les dépenses. Dans mon pays, les vaccins n'est pas offert par le programme d'immunisation. Pour nous, dans mon pays, il fallait prendre l'argent de poche des personnes. Ce problème que nous avons pose vraiment un défi. Merci. Rends des applaudissements pour tous les panélistes. Et peut-être que les gens de technologie peuvent nous donner de la musique maintenant pour terminer. Mettre de la musique.